pense que c'est la force du e-commerce aujourd'hui et du digital, c'est de réussir, surtout les temps perturbés de Covid qu'on connaît actuellement, c'est de réussir à générer toujours un lien avec la communauté. Et c'est vrai que pour ça, on a les réseaux sociaux qui sont très importants et très facilitants. Nous, on échange beaucoup, par exemple, avec nos clients. Quand on développe nos collections, on leur pose des questions sur une couleur d'un pull, quelle couleur est votre préférée. On leur raconte les arrières de l'aventure. Bienvenue sur Les Voix du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Le temps de ces épisodes, nous disséquerons les expériences de commerçants, sociétés et startups qui ont franchi le pas de la digitalisation, que ce soit en amont ou bien en réaction à la crise sanitaire. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera du 28 au 30 septembre 2021 à Porte de Versailles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mylène Kiner, cofondatrice de Frangin Frangine, marque de vêtements pour enfants 100% made with love, dont les produits créés à Paris et fabriqués en Europe sont vendus en direct et sans intermédiaire afin de toujours proposer le prix juste. Au cours de cette émission, Mylène nous présentera sa marque et ses différents canaux de commercialisation. Elle nous racontera également pourquoi et comment elle s'est lancée dans le e-commerce, les solutions qu'elle utilise, les obstacles qu'elle a pu rencontrer, mais aussi ses victoires. Enfin, elle vous donnera de précieux conseils pour faire vous aussi le grand saut dans l'univers du e-commerce. Alors bonjour Mylène, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode Les Voix du e-commerce. Bonjour Claire, merci de nous accueillir, on est ravis également. Alors pouvez-vous nous décrire rapidement votre société et les produits ou services commercialisés ? Oui, tout à fait. Alors nous, on est une marque de vêtements pour enfants qui s'appelle Frangin Frangine. C'est une société qui existe depuis une petite dizaine d'années, qu'on a repris avec mon associé Aude Aubron il y a 3 ans. Et on vend des vêtements pour enfants, majoritairement, c'est vraiment notre produit phare. Et à côté de ça, on a développé aussi des petites collections de linge de lit, donc une collection un peu déco et des vêtements pour femmes. Donc on est vraiment dans l'univers prêt-à-porter et art de vivre. Très bien. Et quels canaux de commercialisation utilisez-vous ? Alors nous, la marque historiquement a toujours été distribuée sur Internet en direct, c'est-à-dire sur notre propre e-shop. On a également depuis le début un système de vente à domicile qui nous est cher parce que en fait c'est l'équivalent des ventes Tupperware qu'on connaissait avant et qui nous permettent quand même de maintenir un lien avec nos clients. Ça représente environ une vingtaine de pourcents de notre chiffre d'affaires. Maintenant, la grosse majorité de notre chiffre, c'est effectivement via notre site e-commerce en direct. En fait, le business model de la marque a toujours reposé sur de la vente en ligne exclusivement, enfin presque exclusivement parce qu'à nouveau, on a un système également de vente à domicile. Mais c'est vrai que le business model, ça a toujours été la vente en ligne. Maintenant, depuis qu'on a repris il y a 3 ans, on a effectivement cherché à pousser cette vente en ligne pour augmenter notre chiffre et augmenter nos résultats par diverses actions, principalement de communication, de notoriété de la marque pour augmenter le trafic sur ce site. Mais le site, effectivement, existe depuis le début de l'aventure. Mylène, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez décidé de booster, on va dire, vos actions dans le e-commerce. Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ? Alors, il n'y a pas eu particulièrement d'événement déclencheur qui a fait qu'on a boosté. C'est vrai que nous, quand on a repris le site il y a 3 ans, ce qui nous a semblé très important, c'est effectivement pour pousser ce chiffre et booster nos ventes en ligne, ça a été de capitaliser beaucoup sur le visuel et sur le contenu. En fait, un des sujets, une des problématiques quand on fait de la vente en ligne, c'est que les consommateurs ne voient et ne découvrent le produit qu'à travers un écran. Donc en fait, on attache beaucoup d'importance à essayer de communiquer le plus clairement sur nos produits à travers finalement des shootings photos, du storytelling autour de la marque, beaucoup de précision et de descriptif dans nos fiches produits sur nos produits. On capitalise aussi vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, à nouveau, comme les gens ne nous découvrent finalement que via Internet, via les sites, via le trafic qui va être généré sur notre site, le but, c'est de donner envie aux consommateurs d'arriver chez nous. Et pour nous, un des leviers les plus importants, c'est les réseaux sociaux et principalement Instagram, où on essaye de partager avec notre communauté qui est vraiment très engagée. Et je pense que c'est la force du e-commerce aujourd'hui et du digital, c'est de réussir, surtout les temps perturbés de Covid qu'on connaît actuellement, c'est de réussir à générer toujours un lien avec la communauté. Et c'est vrai que pour ça, on a les réseaux sociaux qui sont très importants et très facilitants.
Nous, on échange beaucoup, par exemple, avec nos clients. Quand on développe nos collections, on leur pose des questions sur une couleur d'un pull, quelle couleur ils vont préférer. On leur raconte les arrières de l'aventure. Et c'est vrai que le fait de pouvoir incarner la marque, c'est une vraie force. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que finalement, la vente en ligne et le digital déshumanisent la relation. Et finalement, on a aujourd'hui des accès qui nous permettent au contraire d'avoir une relation en très grande proximité avec nos clients et les personnes qui nous suivent. Mylène, j'ai une question par rapport à la crise justement de la Covid-19. Est-ce que pour vous, elle a servi de booster au développement de votre stratégie e-commerce? C'est vrai que ça a été un booster pour nous. En fait, donc pour se remémorer cette période si particulière, nous on vend principalement des vêtements pour enfants. Tous les parents se sont retrouvés confinés avec leurs enfants à domicile. Le printemps et l'été sont arrivés, il a fait très beau. Et c'est vrai que toutes les boutiques étaient fermées, évidemment. Donc je pense que pour les marques en ligne, ça a été une belle opportunité et un gros booster. C'est vrai que nous, ça a été une période où on a fait des résultats assez exceptionnels. On avait la chance d'avoir un logisticien qui continuait à expédier nos commandes. Donc évidemment, on s'est posé des questions au début surtout et on a voulu ralentir les livraisons parce qu'on était à cette période-là encore un peu dans l'incertitude quant à la manière et les risques qu'on faisait prendre aux livreurs, etc. Donc on a mis les livraisons en stand-by un petit instant, mais on a eu la chance d'avoir un entrepôt qui continuait à expédier. On a eu la chance de réussir justement via les réseaux sociaux à garder un lien avec nos clients. Et en fait, c'est vrai que du coup, ça a été une période positive pour nous et notre chiffre a vraiment explosé à ce moment-là. On a aussi vendu des masques. En fait, nous, on est une petite structure et on travaille en circuit court avec nos ateliers qui sont en Europe. Et en fait, on a très vite demandé à nos ateliers, c'était la période où il n'y avait pas de masque en fait, donc personne n'arrivait à se sourcer en masque. Et on a très vite demandé à nos ateliers de produire des masques dans nos chutes de tissu parce qu'on a toujours des rouleaux de tissu au sein de nos ateliers qui sont pas complètement finis. Donc on a fait de l'upcycling, c'est-à-dire que nos ateliers ont réalisé des masques qu'on a mis en ligne en 2-3 semaines après le début de la crise, à une époque où c'était impossible de trouver des masques. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été paradoxalement une opportunité et un booster parce qu'on a eu un trafic sur notre site inattendu par rapport à ce produit-là. Et ça a été effectivement une opportunité de nous faire connaître de nouveaux clients qui ne connaissaient pas la marque. Donc de l'agilité, vraiment de la réactivité dans cette phase un peu particulière. Ouais, de l'agilité et je pense aussi beaucoup de proximité avec nos clientes. En fait, c'est vrai que donc nous on parle à des mamans, nos clientes c'est principalement des mamans. On est nous-mêmes Aude et moi mamans de 4 enfants chacune. On s'est retrouvés chez nous toute la journée avec nos 4 enfants en essayant de gérer notre boîte et en fait du coup on a beaucoup partagé ça aussi sur les réseaux sociaux avec des parents qui finalement vivaient la même chose que nous et je pense que ça a aussi créé de l'affect et de la proximité à nouveau à travers ces réseaux sociaux. Mais ça a créé vraiment un lien fort avec nos clientes à ce moment-là où un peu tout le monde se retrouvait dans la même galère et donc on échangeait aussi la recette de cuisine qu'on allait faire le midi avec nos enfants, beaucoup de choses, des idées d'activités pour les occuper. Enfin, ça a été aussi une opportunité de créer un lien en fait. Merci Mylène. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur les solutions ou les outils dont vous vous servez pour votre stratégie e-commerce. Ouais, alors nous, notre site aujourd'hui est opéré via PrestaShop. Donc PrestaShop, c'est notre back-office, c'est-à-dire que c'est là qu'on renseigne nos fiches produits, toutes les informations qui concernent nos produits et nos ventes. Et en fait, c'est ce qui centralise l'ensemble de nos commandes. Ce PrestaShop est relié à notre logisticien via un outil qui s'appelle Effitrace et qui nous permet en fait d'avoir des flux qui expédient les commandes, les stocks. Enfin voilà. Donc tout ça est très automatisé entre le client, PrestaShop et Effitrace pour arriver à faire le lien avec notre logisticien qui expédie les commandes. Donc ça, c'est vraiment la manière dont on opère notre site d'une manière purement technique. Nous, PrestaShop, on a toujours fonctionné avec. On trouve que c'est super, que ça fonctionne très, très bien. C'est très simple. Il y a énormément de modules qui nous permettent d'être très agiles. Vous parlez d'agilité, mais dès qu'on veut rajouter une fonctionnalité, il y a des modules qui existent, il y a plein de choses. Et pourtant, nous qui ne sommes pas du tout techniques, alors évidemment, on est des parents développeurs, mais c'est très simple d'utilisation et très facile d'accès. Donc nous, PrestaShop, c'est vraiment un outil qui nous va à merveille, en tout cas aujourd'hui à ce stade. Et après, on a une multitude de petits outils qui nous permettent d'optimiser, par exemple, notre CRM, d'optimiser nos ventes, d'optimiser le suivi de nos résultats. Par exemple, la Bible pour l'ensemble des e-commerçants, je pense, c'est Google Analytics.
donc Google Analytics qui nous permet d'avoir accès à tous les KPI, le trafic qu'on va avoir sur notre site. Nous, c'est vraiment des éléments qu'on suit comme le lait sur le feu parce que c'est le nerf de la guerre. Combien de personnes viennent sur notre site? De la même manière d'ailleurs qu'un retailer traditionnel va suivre le nombre de visiteurs qu'il a et le taux de conversion. Nous, c'est pareil, c'est des choses qu'on suit évidemment d'extrêmement près via Google Analytics. Donc ça, c'est très, très important. Et après, on a, donc par exemple, pour notre CRM, on vient d'essayer une nouvelle solution qui s'appelle Klaviyo, qui nous permet en fait, donc le CRM, c'est le Customer Relation Management, qui va nous permettre de connaître notre base de données clients, de la segmenter, donc c'est-à-dire de s'adresser de manière différente aux segments différents de clients qui nous suivent. Donc voilà, Klaviyo pour le CRM et évidemment Instagram, Facebook, les réseaux sociaux et toute la multitude d'outils d'images, Photoshop, Instagrid, VSCO pour faire les retouches. Enfin voilà, des outils qui nous permettent d'optimiser la diffusion de notre contenu à notre communauté. Alors Mylène, j'aimerais en savoir un peu plus sur les obstacles que vous avez rencontrés dans votre stratégie e-commerce. Les obstacles rencontrés, c'est dur à dire. En fait, nous, à nouveau, le e-commerce, c'est une solution qui fonctionne bien. Je pense que nous, les obstacles en tant que producteurs, parce qu'il faut savoir que nous, on conçoit nos collections et on les fait produire. En fait, c'est plus des problématiques de sourcing qu'on a pu avoir, notamment pendant la période du Covid, qui a touché évidemment tous les pays européens qui sont nos fournisseurs. Nous, on fait produire au Portugal et en Bulgarie. Donc, on a pu connaître à ce moment-là des difficultés dans notre sourcing, des retards de livraison, des choses comme ça. Maintenant, les obstacles, si on parle purement d'un point de vue e-commerce et stratégie de diffusion, j'ai pas particulièrement d'obstacles qui me viennent en tête spontanément. C'est vrai que les obstacles, ça va être, oui, effectivement, parfois on a le site qui plante quand on a un trop gros trafic. C'est vrai, il y a quand même quelques composants techniques qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser, avoir un bon serveur qui permette de tenir les capacités, surtout quand vous êtes en croissance. C'est vrai que c'est peut-être un souci qu'on a rencontré à un moment donné d'avoir un peu un serveur qui n'était pas en mesure d'éponger le trafic qu'on avait. Mais globalement, c'est quand même un outil, je pense le e-commerce et les outils dont on a parlé sont des outils qui fonctionnent bien et qui sont fiables. Maintenant, à nous d'avoir les bonnes collections et de parler correctement à nos consommateurs pour qu'ils aient envie de commander chez nous. Merci Mylène. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les résultats obtenus? Oui, les résultats obtenus. Donc, nous, comme je vous disais, on est très contente de notre croissance et on a notamment triplé notre chiffre d'affaires l'année dernière. Donc, on a presque un petit peu honte de dire ça en cette période de Covid et quand on voit tous les entrepreneurs qui souffrent énormément, notamment dans des secteurs tels que la restauration, tels que l'hôtellerie, le tourisme, tous ces secteurs-là. Mais c'est vrai qu'à nouveau, nous, ça a été plutôt une très belle opportunité de croissance à ce moment-là. On se rend compte que le trafic sur notre site a aussi augmenté de manière un peu conséquente. Nous, on a aujourd'hui environ 3-4 000 visiteurs uniques sur notre site. Et en fait, ce qui est très important pour nous, c'est de suivre évidemment le taux de conversion. Il faut savoir qu'on a refait notre site. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est évidemment clé pour les e-commerçants, mais c'est vrai que l'expérience utilisateur est primordiale. Et nous, on a refait notre site il y a 6 mois et on a un taux de conversion qui est passé de 2% à 3,5% aujourd'hui. Donc, en fait, c'est vrai que mathématiquement, du coup, le chiffre augmente en proportion. Quand on fait vraiment attention à se mettre dans la peau d'un consommateur et à suivre son parcours d'achat. C'est-à-dire, par exemple, le nombre de clics pour finaliser une commande. À partir du moment où vous allez prendre votre produit, le mettre dans votre panier, le nombre de clics que vous allez avoir, voilà, c'est des choses très, très importantes. Et il y a un autre outil dont je n'ai pas parlé qui est le module de paiement. En fait, on est passé, il y a 6 mois, au moment où on a changé de site, on est passé avec Payplug, qui est une solution de paiement en ligne qui permet d'avoir la page, vous savez, où vous devez remplir vos coordonnées bancaires, intégré à votre page de récapitulatif et de finalisation de votre commande. Et ça, on a pu voir aussi un grand effet sur la hausse de notre taux de conversion. C'est vrai que on parle beaucoup du paiement comme un irritant, mais là, vous n'avez pas eu de frein particulier à ce niveau-là?
Bah non, en fait, justement, c'est vrai que quand on a implémenté ce nouveau logiciel Payplug, on a vu que le nombre d'abandons au panier baissait et je pense que c'est vraiment important de se poser ces questions et de se mettre dans la peau d'un consommateur. Et c'est vrai que nous-mêmes, en tant que e-commerçants, on n'a pas forcément le réflexe de passer des commandes sur notre propre site. Mais en fait, quand on le fait, et dès que vous le faites, c'est là où vous vous rendez compte de ce qui pêche un petit peu. Et c'est vrai que tous ces sujets de règlement, de 3D Secure, qui sont des choses évidemment extrêmement importantes pour garantir la sécurité, ça peut être, comme vous le dites, des gros irritants. Et si on arrive à optimiser ça à l'expérience utilisateur, il y a vraiment des vrais résultats directs sur vos ventes et sur votre chiffre. Très bien, Mylène, j'aimerais savoir quelles sont pour vous les prochaines étapes concernant votre commerce online. Alors, nous, notre ambition, évidemment, c'est de continuer à développer notre chiffre et de continuer à développer la notoriété de la marque Frangin Frangine. Pour ce faire, on a lancé un podcast. En fait, à nouveau quand on est vendu uniquement online, ce qui est important, c'est de créer du lien avec les consommateurs et de créer de l'affect et du storytelling autour de la marque. En fait, nous, Frangin Frangine, on a envie de la positionner comme étant la marque des familles. Évidemment, déjà de par notre nom, Frangin Frangine, on vend des vêtements pour les fratries, on est nous-mêmes mamans, pour nous, la famille, c'est une valeur qui nous est très très chère et qui nous tient à cœur. Et en fait, on a envie de positionner encore plus la marque là-dessus. Donc, on a sorti nous aussi un podcast qui s'appelle Famille, je vous aime, Famille by Frangin Frangine. Et en fait, où on interviewe des familles pour mettre toujours plus les familles à l'honneur. Donc, des familles qui nous inspirent dans des thématiques diverses et variées. C'est vrai que c'est quelque chose dont l'impact sera difficilement mesurable, en tout cas en direct. C'est vrai que quand on fait du e-commerce, on aime bien tout tester. On dit beaucoup test and learn. On aime bien vraiment tester un truc et voir directement ce que ça nous rapporte parce qu'on peut voir que tout est lié à des KPI, etc. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais c'est juste, en fait, pour aller plus loin dans notre histoire de marque et créer plus d'attachement à notre marque et proposer plus de contenu aux personnes qui nous suivent et qui achètent chez nous. Donc, une des grandes étapes pour nous, ça a été ça, la sortie de ce podcast. Et après, maintenant, l'idée, c'est de continuer, évidemment, à se développer, à faire connaître, de développer toujours plus. On faisait un petit peu de campagnes payantes sur les réseaux. Ça, on a envie d'accélérer un petit peu parce qu'on se rend compte que ça passe beaucoup par là et aussi que pour être visible sur les réseaux, il faut payer des campagnes. Donc ça, on a aussi envie d'accélérer là-dessus. Pour toujours continuer à se faire connaître et à proposer nos produits au plus de personnes possible. En une phrase, quel serait votre premier conseil pour tous ceux qui vont se lancer dans la vente en ligne ? En une phrase, je dirais vraiment se mettre dans la peau de son client. Enfin, c'est ce que tout le monde va vous répondre, je vous vois sourire. Mais vraiment se mettre dans la peau de son client. Déjà, est-ce que le produit est vraiment top ? Parce qu'en vrai, la base, c'est quand même d'avoir un bon produit. Nous, en l'occurrence, on fait des vêtements, donc est-ce qu'ils sont vraiment sympas, bien, de bonne qualité, au bon rapport qualité-prix ? C'est quand même primordial. Comme ceux qui font un service, est-ce que moi-même, je serais cliente de mon service ? Donc déjà, être sûr qu'on ait le bon produit, c'est quand même la base de tout. Et après, se mettre à la place de son client quand on passe une commande, quand on découvre la marque. Est-ce que personnellement, nous, c'est quelque chose qui nous attire, avec lequel on a envie de s'attacher et de créer du lien ou pas ? Donc, je dirais vraiment se mettre à la place du client. D'accord. Et votre conseil pour tous ceux qui ont déjà leur site ? Et pour tous ceux qui ont déjà leur site, c'est pas hésiter à se remettre en question et à sortir un peu de ses zones de confort. C'est vrai que quand on est entrepreneur, e-commerçant ou ailleurs, mais on a tendance à gérer un peu notre quotidien, notre run et pas forcément lever la tête du guidon et prendre suffisamment de recul sur son activité, sur son business model pour essayer des nouvelles choses. Donc voilà, je dirais ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort, en parler beaucoup. En ce moment, on voit pas grand monde, donc c'est particulier, mais c'est vrai que dès qu'on parle de son projet autour de nous, c'est dingue le nombre de retours, d'idées, de bonnes pratiques qu'on peut avoir. Donc vraiment, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort et en parler. Et aussi travailler le réseau. Donc aller rencontrer d'autres e-commerçants comme nous pour avoir vraiment des échanges de bonnes pratiques. Ne pas s'isoler dans son activité, mais vraiment essayer de s'ouvrir au maximum. Merci Mylène pour ces précieux conseils, ce partage d'expérience. J'étais ravie d'échanger avec vous et je vais en profiter pour aller voir votre podcast pour l'écouter. Ah bah super. En tout cas, merci beaucoup. Merci Claire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors, n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce, curieux et passionnés comme vous, à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce, réalisé par le salon Paris Retail Week, qui se déroulera, je le rappelle, du 28 au 30 septembre 2021.